Voilà, bah là on commence. Salut. C'est bon, c'est parti. Donc on attendait en fait Amandine, parce que normalement on est 5, et elle est retardée par son train, comme d'habitude, hein. Donc elle nous rejoindra après. Voilà, donc l'idée de ce stream, c'est de vous présenter Bedi Casa, qui est une plateforme de logement chez l'habitant, que j'ai refait en no-code avec le logiciel Bubble. Et en fait, pourquoi on est 5? Donc il y a Amandine qui va nous rejoindre. C'est parce que cette année, ça a pris un nouveau tournant. Et voilà, les filles qui sont là, Alexandre, Laurie et Cécile, et Amandine qui va nous rejoindre, ce sont mes associées dans Vedicassa, et ça fait partie de elles font partie de la renaissance. Donc on est 5 nanas. Yeah. Faites du bruit. Non, et on est entouré de mecs sympas, quoi, et cool, et qui nous aident bien, donc ça va. Non, en fait, l'idée, là, c'est vraiment de vous partager de façon hyper authentique ce que l'on vit au quotidien, parce qu'on vit une superbe aventure. Coucou Jonathan, coucou No Code Chronicle, bonjour. Pierre, salut Pierre. Pierre. Et en fait, voilà, c'est de vous partager sans langue de bois ce que l'on vit. Et puis que je parle pas toute seule, parce que moi, je suis hyper bavarde, donc je vais me la boucler, quoi. et je vais laisser parler mes associés qui sont venus me joindre cette année. Alors, je vais juste faire une petite intro. Non, je vais pas faire une intro, je vais la reprendre après l'intro. Donc, je vais laisser parler Alexandre, ensuite Laurie et Cécile, et puis Amandine qui va nous rejoindre. Et puis après, je reprendrai voilà, l'intro sur le déroulement de Vedicassa. Je me tais, quoi. Je me tais. Allez, vas-y, Alexandre. Tu me prends un peu de cours, hein, parce que... Ah bah ouais, mais bon, je suis comme ça, tu connais. Et bah, du coup, bonjour à tous et toutes, pour ceux qui sont en train de nous écouter. Moi, je m'appelle Alexandre Renaud. Peut-être qu'il y en a certains que j'ai déjà croisés, notamment à l'apéro Impact qu'on a organisé. C'était en février, c'est ça? Oui, c'est ça. Mars-avril. Mars-avril. Oh, tu vois, j'ai même plus la date. Donc, il y en a certains qui étaient peut-être là. J'ai rejoint Magali du coup, en février. Et puis depuis, c'est un peu une grande histoire d'amour qui reprend avec Vedicassa. Nous, à l'origine, on s'est rencontrés lors d'un hackathon d'une école d'informatique. Et ça a été un peu un coup de cœur entrepreneurial, on va dire, sans qu'on s'en rende compte. Et puis, quand Magali a parlé qu'elle cherchait quelqu'un pour l'aider pour la com, etc., elle n'a pas osé me demander. Je me souviens de ce moment-là. J'ai vu son post et je lui ai dit, mais Magali, il faut qu'on travaille ensemble. Et puis, elle m'a dit, mais je pensais que tu n'avais pas assez de temps, donc je t'ai pas proposé. Et puis, je lui ai dit, mais si. Et puis, finalement, on a démarré quasiment tout de suite à travailler ensemble. Donc, je suis ravie parce que c'est un projet qui nous porte, je pense, toutes les 5 vraiment plus que dans le cœur, quoi. C'est pas seulement juste développer un site, c'est pas seulement des voyages ou du tourisme, c'est bien plus que ça. C'est une histoire entrepreneuriale qu'on vit avec Magali, qu'on reprend finalement avec elle et qui fait vraiment sens. C'est ça, et paf, ça fait des chocs à pic. Je vais quand même mettre le message. Pourquoi c'est toi qui fais des chocs? L'image est parlante. Ça me fait très rire. Voilà. Et donc, du coup, voilà, on a recréé ça. Et puis, Magali, elle est aussi très forte pour créer des communautés. Et donc, elle nous a fait nous rejoindre avec Laurie, Cécile et Amandine. Et en fait, quand on s'est rencontrés en vrai, je ne sais pas vous les filles, vous me direz après, mais moi, j'avais l'impression de vous connaître depuis déjà des années. Donc, c'est très marrant et c'est pas juste pour dire on est en direct et on dit des choses comme ça, c'est vraiment vrai, je l'ai vraiment ressenti comme ça et je trouve que c'est un lien qui est fort, d'autant plus que on est 5 femmes entrepreneuses qui font plein de choses à côté et qui sommes ultra motivées pour faire avancer la planète. Donc moi aussi je suis très bavarde, donc je vais laisser la parole, mais en tout cas
En tout cas, voilà, merci Magali de m'avoir fait confiance en février et puis de continuer à le faire ici. Et je suis contente de voir Medicasa évoluer. Je pense qu'on en reparlera un petit peu après, mais déjà en 6 mois, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé. Et puis là, en 3 ans que tu relances aussi. Et puis j'ai appris à utiliser Bubble un petit peu et j'espère que j'utiliserai plus tard. Mais voilà. Je passe la parole à celle qui est en dessous de moi. Du coup, je ne sais pas si vous avez le même écran ou pas, mais du coup, c'est Cécile. Ah oui, c'est moi. On a le même. Bon, bonsoir à tous, à la communauté. Écoutez, moi, je suis Cécile Tourette. Donc, comme vous avez compris, alors, je mets un petit peu le cadre aussi. Ça va faire des compléments d'informations sur l'histoire Medicasa Revival. Donc, on est 5 nanas, enfin, Amandine arrive et on est toutes dispatchées dans des coins différents de la France. Et je remercie Mag parce que moi, c'était un peu une intuition de devoir bosser avec elle, mais depuis des années, parce que nous, on se connaît depuis 30 ans. Donc, ça fait vraiment un bail. Et c'est Magali qui m'a mis le pied à l'étrier, parce que moi, je suis designer de profession, parce que ça fait 20 années. Et c'est Magali qui m'a mis le pied à l'étrier pour le no-code il y a quelques années en me disant « Mais Cécile, tu devrais te renseigner sur le no-code, c'est trop bien, ça te faciliterait la vie pour faire des sites web. » Et c'est vrai, j'ai mis le pied à l'étrier à Webflow il y a 2 ans, mais du coup, en bossant avec Mag et toute l'équipe sur Medicasa, c'est Bubble et compagnie, Notion et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment une voie royale pour pouvoir accélérer des projets, en fait. Là où je me dis, la tech aujourd'hui, elle facilite énormément de choses qui nous paraissaient laborieux. Enfin, moi, il y a 20 ans, ma première boîte, même, je n'étais pas formée, Facebook, ça n'existait pas déjà de base. Et ma première boîte, il y a 10 ans, Facebook, ça démarrait à peine et on ne faisait même pas du business dessus, quoi. C'était juste une galerie pour retrouver les amis d'avant. Donc, on a fait vraiment des bons. Donc moi je suis Custom Success Manager, je suis chargée de la communauté francophone, puis après aussi lusophone, mais en fait on fait beaucoup d'autres tâches en même temps en fait. Voilà. C'est l'avantage, je pense, de la mentalité qu'on a aussi dans l'équipe. Très sur le construire à plusieurs en fait. Voilà. Couteau suisse. Couteau suisse. Bon, ça va avec la personnalité aussi, ça marche bien, du coup. Ouais, je pense que c'est aussi maintenant une réorganisation du travail qui se fait différemment que d'avant. Oui, tout à fait. Ouais. Côté multitâche. On est un petit peu obligé, en fait, d'être multitâche maintenant. Oui, complètement. Il y a une remarque de No Code Chronicle en bas. Tu as partagé le lien. Le lien Twitch. Ah ouais, je sais pas, en fait, effectivement. Comment on le récupère? Comment je le récupère? Il faut peut-être voir ce truc-là. Il y a une question de Fred. Dans quel secteur Pour toi? Pour Medicasa? C'est le tourisme, en fait. Oui, ceux qui sont arrivés. Ah oui, Medicasa, c'est... Oui. C'est le tourisme chez l'habitant. Enfin, c'est l'hébergement chez l'habitant. Ah, ton poste, peut-être. Ah, le poste chez Medicasa. Alors là, non, je suis Custom Success Manager, chargée de relations de la communauté hébergeurs et voyageurs. Mais en fait, on fait bien plus que ça. Oui, quand tu parles de développement, c'est aussi développement commercial peut-être, mais je ne suis pas développement tech. Voilà. Mais en Bubble, quand je parle de Bubble, on est plusieurs à être formés. On ne fait pas le développement Bubble. Nous, on fait la récolte de data pour, faire fonctionner la plateforme, tout simplement. Laurie. À toi, Laurie. Alors moi, je suis un peu moins bavarde que vous, les filles, hein, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, Cécile. On est multitâche et ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Magali, moi, ça fait pas 30 ans que je la connais. Ça fait peut-être 2-3 ans, je ne sais plus. Ouais. Et on s'est rencontrés dans l'association Les Chats du Lez. Donc, c'est une association à Montpellier qui s'occupe de nourrir des chats. C'est notre asso. Voilà. Et j'ai rejoint Medicasa, donc je crois que c'était en mai cette année. Et comme Cécile, je m'occupe de la communauté francophone et aussi du club à impact. Voilà, après, je sais pas
qu'est-ce que je peux raconter de plus? Vous avez dit beaucoup de choses déjà. Après, tu peux dire ce que tu fais dans la communauté au quotidien, quoi, ce que tu as comme type de demande peut-être, et là aussi avec les associations et l'ampleur que ça prend par rapport au club. C'est vrai qu'avec Cécile, on aide, on reçoit pas mal de messages d'hébergeurs et de voyageurs auxquels on essaye de répondre et d'aider au maximum. Et puis pour le club à impact, je suis en contact avec pas mal d'associations qui sont du coup partenaires. On peut parler aussi des cartes cadeaux peut-être. Donc, là, on a lancé des cartes cadeaux, c'était il y a quelques jours. Donc, ça permet d'offrir en fait un séjour chez un de nos hébergeurs. Et il y a une partie en fait de cette carte cadeau qui est reversée du coup aux associations qui sont partenaires avec nous. Donc, voilà, c'est toujours un cercle vertueux et tout qui s'imbrique. Séjour adapté pour personnes handicapées. Fred pose cette question. Ouais, merci Laurie. Oui. Alors c'est. On en a parlé ce matin justement. On en a parlé ce matin. Ouais. Et j'en ai parlé hier pour vous dire avec le patron de la BPI Innovation. Et c'est quelque chose qu'on souhaite faire. Ouais. Qu'on souhaite mettre en place un matching affinitaire entre hébergeurs et hébergés. Voilà, et le vrai prix pour les parents. Ouais, parce qu'en fait, dans ce que disait Laurie, c'est dans les demandes qu'on a, on a de plus en plus de demandes affinitaires. Et donc, pour revenir sur l'origine de Bedicassa, moi, j'ai créé Bedicassa donc bed, mémotechniquement, bed, lit et casa, maison. Vous mettez un Y entre les deux, Bedicassa. Je l'ai créé avant Airbnb, oulala, et en code. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est des développeurs. Et j'ai levé des fonds, donc j'étais dans la Startup Nation classique. J'ai fait 5 levées de fonds sur 5, 6, 7 ans. Et au total, on avait levé 3 millions d'euros. Mais en fait, au départ, je voulais lever 2 millions dès le départ parce que je sentais que c'était un marché gigantesque. J'ai pas pu en fait quand le truc classique, hein, on se prend des portes, il n'y a pas de marché, et puis quand Airbnb est arrivé, là il y avait un énorme marché, et puis on m'a refermé les portes, donc j'ai eu toutes les peines du monde à lever, et puis voilà, je suis une femme, alors on va pas s'arrêter là-dessus, mais c'est encore malheureusement le cas. On a, vous le savez, messieurs et les dames, on a beaucoup moins de probabilité de lever des fonds. Donc moi, je faisais partie des 1% à l'époque qui levaient plus d'1 million. Je crois que maintenant, c'est 2 ou 3%, mais enfin, c'est pas, c'est pas ouf, quoi. Ça n'a pas beaucoup évolué. Donc, en fait, on fait autrement. Et c'est un peu l'objet du Twitch d'aujourd'hui. C'est tout refaire en no-code, bilan 1 an plus tard. Comment faire autrement les choses, en fait? Parce que moi, cette histoire de système, en fait, on est tous dans des systèmes. Et aujourd'hui, le système, il doit changer au regard de ce qui nous arrive. Hein. On s'est quand même tapé le Covid il y a 2-3 ans. Maintenant, on a le dérèglement climatique qu'on se prend en pleine face. Bon, le climat, ce qui est en train de nous arriver, c'est irréversible. Donc, même si les politiques se mettent à faire des actions, de toute façon, voilà, c'est déjà parti. Donc, on essaye de faire des choses à notre niveau. Et puis, l'organisation du travail est vraiment chamboulée aussi. Donc, du coup, le fait qu'il y ait une décrue énergétique et donc moins de pétrole, moins d'énergie, moins de ressources naturelles et plus de gens sur Terre, en gros, ça fait que nos démocraties sont menacées. Et je vais un petit peu loin là, mais vous allez voir pourquoi je fais référence au no-code. Et de ce fait, on doit réorganiser notre travail différemment. Et en plus, l'IA rajoute des points de friction, parce que vous savez tous que la robotisation, l'informatisation et maintenant l'IA fait qu'il y a moins de jobs pour tout le monde. Et donc, elle menace également les professions intermédiaires et les cadres, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, ce qui fait qu'on doit réinventer nos jobs, et je trouve que le no-code répond à cette problématique.
les hommes sont des rigolos. Rapport de force ou coopération. Ouais, on est plutôt dans la coopération, nous. On n'est pas du tout dans le rapport de force. D'ailleurs, on a pas mal de... Enfin, moi, j'ai relancé avec Thierry Martin en 2022, qui m'a beaucoup aidé. Et je le remercie infiniment. Et j'ai plein de potes du no-code. Et c'est vrai qu'il y a aussi des femmes maintenant dans le no-code France, dans le no-code, qui font du no-code. Mais c'est plus difficile pour se mobiliser entre nanas, parce qu'on a d'autres contraintes, quoi. Donc, en général, on a une deuxième vie après, par rapport aux enfants, notamment. Et donc, c'est difficile d'aller dans les apéros, etc. Et puis, voilà, de se faire le réseau que les mecs se font, quoi. Ah, une fille, Brigitte. Boa noite. Ouais, on a des multilingues, là, dans l'équipe. Donc, je vais revenir un petit peu à l'historique, donc des grandes dates clés. Donc, en 2007, je lance Bédicassa jusqu'à 2017. Donc, ça a duré 10 ans, l'aventure. On était, donc, c'est une plateforme de logement chez l'habitant. On a toujours été l'alternative éthique et durable, en fait, à la grosse plateforme américaine que tout le monde connaît. On avait 400 000 membres, on faisait 4 millions de volume de réservation, on allait sur 6 millions. Et en fait, j'ai eu un fonds, qu'on dit un fonds toxique. Moi, je le mets entre guillemets, j'ai pas du tout envie de faire l'objet, en fait, c'est vraiment pas de critiquer ni quoi que ce soit, mais les faits sont là. C'est qu'il a voulu prendre le contrôle sur moi-même et sur mes associés. Et puis, il y a plein de choses, en fait, qui m'ont paru pas pertinentes par rapport à la feuille de route qu'on s'était fixée. C'est que comme le fonds arrive, du coup, ça chamboule tout, en fait. Ça chamboule les équipes, ça chamboule la feuille de route, la mission n'est plus la même, du coup, l'utilisateur en pâtit. Voilà, et ce côté, je contrôle tout, et je fais carrément de la gérance dans la vie privée de l'entreprise et dans la vie privée des fondateurs. Moi, voilà, et en fait, c'est ce qui se passe souvent dans les coulisses des entrepreneurs, mais vous le savez pas parce qu'on le dit pas, parce qu'il y a une omerta, en fait, une énorme omerta dans la vie des startups, qu'elle soit au début ou qu'elle soit scale-up, quoi. Donc, en fait, en 2017, j'ai dû faire un RJ, un redressement judiciaire. Alors techniquement, c'est un mandat ad hoc parce que je me suis fait reprendre par un autre investisseur. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai fait ça, parce qu'on était 400 000 membres sur le site. Là, on était sur une hypercroissance, on faisait 3 000 réservations par mois. On avait 15 000 clients dans 6 langues et des anecdotes tous les jours, des histoires vraiment incroyables. Et donc, ça a impacté la vie des gens. Et moi, j'ai été... En fait, dormir chez l'habitant, c'est des chambres d'hôtes, des gîtes, des bed and breakfast, des chambres chez l'habitant, des familles d'accueil dans plus d'une centaine d'endroits. Et donc, du coup, j'étais très connectée à eux. Voilà, donc c'est une forte histoire très émotionnelle, en fait, Bédicassa. Et donc, du coup, j'en suis partie en 2018 parce que j'ai revendu contre mon gré, quoi. Parce que, en fait, c'était pas possible de continuer comme ça avec ce fonds d'investissement. Parce que voilà, il mettait des bâtons dans les roues dans tout le monde et puis on ne pouvait pas exécuter la feuille de route. Et comme il devait remettre de l'argent et moi j'ai refusé qu'il remette, et alors que j'avais un gros cash burn, j'ai dû licencier quasiment tout le monde. Donc en fait, on était arrivé à 30 personnes, en 15 mois, on n'était plus que 3. Voilà. Donc ça a été assez hardcore. Je dis ça avec le sourire, mais je ne l'avais pas au moment. Voilà. Et en fait, je vais passer vite parce que ça ne sert à rien de rester sur le passé, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu l'histoire. Et donc, je pars en 2018 et puis finalement, celui qui a repris, il a tout détruit. Moi, j'avais relancé et on était arrivé à 7-8 personnes. On était rentable et en fait, tout le monde est parti. Voilà, je suis partie, tout le monde est parti. Il n'a payé personne et il n'a pas payé les voyageurs, ni les hébergeurs, ni moi, moi, il m'a payé après. Après, voilà, les autres, il a fini par les payer, mais pas les hébergeurs et les voyageurs. Et donc, du coup, je me suis tout pris aussi, tous les commentaires négatifs sur les sites que vous connaissez, Trustpilot, etc. Et en fait, c'est la communauté qui est venue me rechercher. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, il y a eu le Covid en 2020, mais je me forme en no-code en 2020 parce que je découvre le no-code. Et en fait, à ce moment-là, j'étais déjà partie sur une autre aventure où je créais un site, une marketplace,
qui s'appelait Léona, avec 2 A, qui était une marketplace de tourisme local. Et le Covid arrive, et j'ai mis 3 à 6 mois à la lancer. Je commençais à commercialiser les offres. Le Covid arrive et tout est arrêté. Et là, je découvre le no-code et j'ai fait une formation avec Otto, donc le bootcamp d'Otto, sur 3 semaines. Et en fait, c'est au moment où Bédicassa, il y avait une opportunité pour reprendre et tout le monde m'envoyait des mails pour que je reprenne Bédicassa, voilà. Parce qu'ils étaient partis sur l'autre plateforme, un petit peu par défaut, mais ils avaient vraiment besoin d'une alternative éthique et durable. Et donc, du coup, je leur ai dit, OK, je vais tenter. Et donc, j'ai commencé à faire des emails comme ça à mes hébergeurs, ma communauté. Et puis, finalement, j'ai recréé Bédicassa sur Bubble. Et j'ai mis quand même 1 an à le faire en 2021. En 2022, j'ai fait un crowdfunding sur Ulule, donc avec des dons. Donc, j'ai eu 11 000 € de dons. Et ensuite, en 2022, en 2023, j'ai relancé avec la communauté. Et là, on a fait une petite levée de fonds, ce qu'on appelle le crowd equity, donc de 100 000 €. Donc, en l'espace de 3 semaines, 1 mois, j'avais les fonds. En fait, ils étaient hyper engagés, les gens. Et c'est là que je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à faire. Puis après, les filles m'ont rejoint. Et donc, on avait, pour vous donner un ordre d'idée, donc le bilan, c'est on avait 600 hébergements en début d'année. Là, on en a 2700. Et puis, en fait, j'ai fait des leviers à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai fait un prêt personnel, moi. Ensuite, j'ai fait un prêt bancaire. J'ai eu un prêt bancaire de la BPS, donc Banque Populaire du Sud, de 70 000 €. Ce qui m'a permis de financer le développement et de me faire accompagner aussi par d'autres développeurs. Donc, j'ai travaillé avec l'agence Cube. On a travaillé avec Superforge, je ne sais pas si vous connaissez, et on a travaillé avec, là on travaille avec François Emery aussi, qui est freelance. Et évidemment, Thierry Martin m'a beaucoup aidé. Voilà, donc là, on est reparti et on va refaire une petite levée de fonds sur la fin de l'année. Et voilà, les signaux sont plutôt très positifs. Protection juridique. J'arrive déjà pas à gérer la vie, bravo. Protection juridique, sans trouver des placements pour me former près de Paris, Lyon. Besoin d'hébergement possible via le site comme Bédicassa. Bah oui, une autre site pour... Ouais, bien sûr, carrément. Donc là, on fait de super partenariats, hein, pour info. On a diffusé une tribune il y a à peu près 10 jours sur les prix des loyers lors des Jeux Olympiques. Et du coup, ça nous a amené des partenaires sur toute la France. Donc, en fait, on est un petit peu sous l'eau, là. On est un peu tout le temps sous l'eau. Parce qu'on a en fait une grosse communauté qui est en train de se réinscrire. Donc, il faut essayer d'aller rechercher des comptes parce que je n'ai pas pu récupérer tous les comptes de tout le monde. Donc, il y a eu ça aussi à gérer, atelier de no-code et hébergement. Ouais. Et ouais, ça peut être une idée. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Voilà, enfin, tout. En fait, on a un boulevard devant nous parce qu'il y a une demande sociétale qui est telle pour se loger temporairement, pour des stages, pour des reconversions professionnelles, pour des alternants. Donc, d'ailleurs, dans la communauté no-code, il y en a qui font des stages de reconversion professionnelle. Donc, du coup, ils ont besoin d'un hébergement. Donc, Bédicassa est là pour eux, pour vous. Voilà. On peut vous proposer des codes promo. Là, on est en train de développer les cartes cadeaux, les codes promo et un gros réseau de partenaires. Voilà, et on va mettre encore plus d'innovation, surtout l'année prochaine avec l'IA, va nous aider pour passer à l'échelle, en fait. Hein. Mais petit à petit, on le fait progressivement. Donc là, on a des investisseurs qui sont intéressés. Moi, j'ai refusé certains fonds classiques. Donc, c'est pour ça qu'on est sous l'eau, en fait, parce qu'on a beaucoup de sollicitations. Et en fait, on est peu nombreux au regard des milliers de mails et de sollicitations qu'on reçoit sur tous les réseaux sociaux, quoi, Facebook, Twitter, LinkedIn et en direct. Et en fait, c'est vraiment un choix volontaire qu'on fait de faire autrement. Voilà. Et le no-code nous aide à faire autrement et nous aide à être beaucoup plus agile et à remplir notre mission, en fait, pour l'utilisateur. Parce que notre mission, en fait, c'est une mission sociale et environnementale. Notre mission, c'est de défendre le droit au logement, c'est de combattre le tourisme de masse, tout en ayant une empreinte positive pour l'environnement. Donc, vous voyez, c'est une mission qui est plutôt ambitieuse. Mais on le fait petit à petit avec
voilà, les bons partenaires. Voilà, donc à vous les studios. Si vous avez des questions, je crois qu'il y avait des questions, les filles, si vous pouvez, si vous voulez les redire là, c'est le moment. À peine 20 sur le post Twitter, mais des tonnes de sollicitations. Je n'ai pas compris là, sur les posts Twitter. Ouais, je comprends pas trop. Ouais, les sollicitations, elles sont en direct en fait. Ouais. En fait, tout le monde a mon mail et a mon numéro de téléphone et a mon tout. Voilà, j'ai sur mail non plus et c'est véridique quoi. Des questions les filles. Du coup, Laurie, Laurie, peut-être pour démarrer. Oui, tu peux peut-être nous expliquer, Magali, les bénéfices du no-code par rapport au code. Et est-ce que tu referais pareil si c'était à refaire? Oui, alors c'est vrai que c'est une question que j'ai souvent. Si c'était à refaire, est-ce que je referais pareil? Oui. Toujours peut-être un peu différemment parce que j'ai mis du temps à travailler les datas. Parce que dans Bubble, en fait, on a le design, on a les datas, on a les workflows. Et en fait, Bubble, c'est vraiment de la programmation visuelle. Et les bénéfices, ils sont nets, quoi. Enfin, pour moi, c'est tous les jours que je vois les bénéfices. Le fait de maîtriser notre cœur de métier, alors c'est hallucinant, quoi. Enfin, en fait, avant, j'avais l'impression, vous voyez, d'avoir les mains, les pieds liés, quoi. Et j'en ai parlé cette semaine à une copine entrepreneuse aussi, qui a donc son pool de développeurs, et elle s'arrache les cheveux. Alors, désolé, les développeurs, je sais que vous êtes 20% à faire du no-code, donc. Mais après, j'ai des potes développeurs qui sont cool, hein. Mais quand même, certains sont... on le melon, quoi. Bon, et en fait, c'est humain, c'est parce que tout ce qui est rare est cher. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que le no-code vous suffit à ne pas dépendre de gros logiciels? Attends, je te réponds après, Fubu 12. Du coup, le fait de maîtriser notre cœur de métier, ça change tout. Et là, on fait des cartes cadeaux. Donc, moi, je l'ai fait avec François. Et puis, il fallait modifier un petit peu le design. Il fallait supprimer certaines informations, en ajouter d'autres. Bah, j'étais capable de le faire. En gros, tous les workflows, je suis capable de les faire. Donc, du coup, le soir, le week-end, parfois, je m'amuse, quoi, vous voyez. Et puis, c'est très souvent que j'ai des demandes d'utilisateurs et je ne les mets même pas dans la roadmap. Si je vois que c'est des quick wins, hop, je le fais et voilà, pam. Donc, je peux vous donner des exemples. C'est rajouter, là, on a des activités qui sont proposées par des hébergeurs. Et les hébergeurs, ils veulent que j'ajoute, par exemple, des activités, je sais pas, de permaculture, parce que dans leur propriété de chambre d'hôte, ils proposent de la permaculture. Donc, je l'ajoute, quoi, permaculture. Je n'ai pas besoin de le mettre, en fait, sur la roadmap des développeurs et que ça soit géré dans 6 mois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils sont sur un truc à chaque fois de sprint de 2 semaines, etc. Alors, c'est des ultra quick wins, en fait, qu'on peut ajouter comme ça, modifier un workflow, parce que ça l'envoie au français, anglais, espagnol, italien. Et donc, du coup, il faut juste mettre une condition pour adapter la langue. Je suis capable de le faire. Enfin, vous voyez, Et en fait, avant, je ne pouvais pas, parce que c'était les développeurs qui maîtrisaient le code et moi, je ne maîtrisais pas ce qu'ils faisaient, quoi. Donc, le bénéfice, il est net, en fait, il est pour les utilisateurs. Et puis, pour notre charge mentale personnelle, moi, je gagne du temps, en fait. J'arrive à faire des siestes de 10 minutes, un quart d'heure. Avant, jamais j'arrivais. Je suis plus cool, je suis plus zen. Même s'il y a énormément de travail, ça me fait gagner, je pense, 20% de mon temps en productivité. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, on peut faire des partenariats qu'on n'aurait pas fait avant. Et je peux prendre du recul et choisir les bons partenaires, notamment les partenaires financiers que je n'avais pas vus avant. Avant, je fonçais tête baissée dans le premier qui me disait, voilà, je vais te mettre 5000 et je ne voyais pas derrière les problèmes que ça pouvait me créer. Là, en fait, j'élargis et du coup, on a le choix. Et et puis le logiciel, quoi, il coûte moins cher. Donc, tout coûte moins cher. Alors, je repasse aux questions. Est-ce que le no-code vous suffit à ne pas dépendre de gros logiciels? Alors, de gros logiciels, comme quoi
En fait, nous, notre stack, c'est Bubble, un peu Typeform. Pour les formulaires, mais bon, il y a des formulaires aussi sur Bubble. En fait, on peut tout faire sur Bubble. Et après, on a pas mal de logiciels. On a Make pour l'automatisation. On a aussi Zapier. En fait, on utilise Zapier et Make pour les automatisations. Alors, les automatisations, c'est on fait un peu de développement commercial pour nous faciliter la vie. Et donc, on organise les datas et on utilise pour notre prospection et développement commercial Make et Zapier. Et après, Sarbacane et Brevo. Donc, Sarbacane, c'est pour les newsletters et Brevo, c'est pour les communications plutôt mail transactionnelles. Mais après, les gros logiciels, en fait, c'est ça, nos gros logiciels. Mais voilà, est-ce que le no-code vous suffit à ne pas dépendre donc, non, après, on ne dépend pas. Je sais pas, qu'est-ce que tu vois? Il a recoupé en bas en disant logiciel de gestion et de paye. C'est ça qu'il Ah, voilà. Ah oui, alors ça, c'est autre chose. Logiciel de paie et de gestion. Alors, pour notre communauté, tout est géré à travers Bubble. Donc, on fait les paiements avec Stripe Connect, et les versements également avec Stripe Connect. Et on a maintenant d'autres parties prenantes parce qu'on a les associations et on a les entreprises. Donc, en gros, les entreprises payent pour leurs salariés, pour des logements et également pour la partie à impact. Et ensuite, les associations, elles sont bénéficiaires du flux des entreprises. Donc, en fait, on a plusieurs comptes connectés. Je ne sais pas si vous connaissez Stripe, mais en gros, les comptes connectés, c'est des gens c'est des partenaires qui reçoivent l'argent. Donc, nos comptes connectés, c'est des hébergeurs et les associations qui reçoivent l'argent des utilisateurs. Donc, les utilisateurs, ça peut être les particuliers ou ça peut être les entreprises. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie paiement des utilisateurs, de nos clients, et de nos fournisseurs, en fait, et puis des bénéficiaires. Et ensuite, pour la partie paie, gestion classique, moi, j'utilise Pennylane, qui est un logiciel de comptabilité et qui me va bien avec des dashboards. Donc, je gère ma trésorerie comme ça, mais en gros, j'ai un expert comptable et puis je vois le dashboard et je vois que je suis bien au niveau de trésor, donc c'est bon. Et tout se fait là-dessus. Et puis, Conto pour la banque. Et vous avez vu, les filles, Conto, c'est top. J'ai deux banques, une banque physique qui est humaine, et là, c'est vachement important d'avoir un interlocuteur humain pour construire. Et puis, Conto pour toutes les facturations, quoi. Ouais, qui nous soutient vachement, la Banque Populaire du Sud. Donc, nous, notre siège social, il est à Montpellier. Et on est répartis dans toutes les régions, d'ailleurs. Donc, Alexandre, elle est à Orléans, dans les pays, près d'Orléans. Laurie à Montpellier, Villeneuve-les-Maguelones, donc près de Montpellier. Cécile, en Bretagne, près de Nantes. Et Loire-Atlantique. Oui, par l'équipe. Voilà, et puis Amandine qui est de Nîmes. Donc, on est aussi en télétravail. Et ça, c'est aussi un souhait de ma part, et puis je pense que ça vous va bien, les filles, qu'on souhaite garder comme ça, parce qu'on est hyper agile. Et puis, voilà, de temps en temps, on se réunit physiquement pour se voir, ça fait du bien. Voilà, donc pour ta question, Fubu, on ne dépend pas de gros logiciels. Donc, effectivement, je pense que le no-code facilite la vie pour ça. On n'a pas de serveur, on n'a pas d'infogérance, tout est sur Bubble, en fait. Et puis après, on a des logiciels comme ça, satellites, pour chaque métier, quoi, chaque verticale. Je trouve ça intéressant de rebondir à ce qu'a dit Von Strudel. Je ne sais pas si, Alexandre, tu peux le mettre. Ouais. Est-ce que ça recoupe un peu, est-ce que tu as une réelle connaissance du produit, en fait? Oui, que ce soit développeur, fondateur, product manager, et même en no-code, ce qui manque souvent, c'est la compréhension produit, réelle passerelle entre les compétences et facteurs clés de réussite d'une startup. Tu as tout à fait raison. Moi, effectivement, les filles, je pense que c'est hyper important, en fait, aujourd'hui, de faire de l'opérationnel et de la stratégie. Parce qu'en fait, quand tu fais de l'opérationnel, et Alexandre, tu vas pas me dire le contraire, quoi. Elle fait des posts et puis tu es en lien avec les utilisateurs. Donc, Alexandre, c'est la CMO de Bedicassa, Chief Marketing Officer.
et tu es aussi, et tu fais aussi de la stratégie. Enfin, Oui, on fait tout, on est obligé en fait, parce que déjà de produit. 1, on est une petite équipe, et de 2, moi je trouve que en fait mettre les mains dans le cambouis, et c'est ce que tu dis aussi, von Strudel, j'ai pas le prénom, que c'est vraiment, enfin, c'est hyper important en fait de connaître son produit quand on vend quelque chose. Et moi j'aime bien dire aussi que j'ai fait de la communication parce que j'avais envie de croire ce en quoi je parle et je vends. Contrairement à beaucoup de commerciaux. Alors, les filles, je sais que vous faites de la prospection, mais je sais que vous croyez être dur comme fer en Bédicassa. Mais contrairement à certains commerciaux qui ne croient pas du tout en ce en quoi ils vendent, et ils ont juste envie d'avoir une commission, et voilà. Et ça marche pour tous les secteurs d'activité. Et on a souvent des problématiques avec justement des développeurs qui développent, mais sans avoir compris l'essence même du projet ou du produit ou du service qui est vendu par l'entreprise. Après, ça peut être aussi à double tranchant, c'est-à-dire que là, on parlait de dormir. C'est que quand on fait tout, enfin voilà, il peut y avoir aussi cette notion de déléguer, etc. Là, aujourd'hui, on y arrive un peu plus parce qu'on est un peu plus dans l'équipe. Mais c'est vrai que je pense qu'au début, Magali, quand tu étais toute seule, être sur tous les fronts, c'est pas possible. Enfin, moi, je le vois sur certains projets, quand je fais tout, c'est difficile en fait de couper. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est cette frontière entre vie pro, vie privée. Enfin, là, on part un peu dans tous les sens, mais je pense que tu as très bien résumé avec ton message que c'était essentiel en fait d'être dans le cambouis pour pouvoir faire de la stratégie, et de faire de la stratégie pour pouvoir être dans le cambouis, enfin vice versa, et de bien comprendre en fait son produit, son service pour pouvoir y croire en fait, et du coup que les gens y croient derrière, quoi. Ouais, et je rajouterais aussi, parce que sur ce qu'il dit, c'est développeur, fondateur, PM. En fait, tu as un gap souvent, vous avez remarqué les filles, entre les développeurs d'un côté qui sont dans des silos, tu vois, de leur côté, et puis, tu sais, Cécile. En tant que designer, ouais. Bah oui. Cécile est designer, donc tu as les designers d'un côté, les marketeurs de l'autre, en gros, produits, et puis après, tu as les développeurs, et puis voilà, tu as les fondateurs et dirigeants entre les deux, quoi, et puis les commerciaux. Et en fait, tout ce monde-là a du mal en fait, à dialoguer, parce que c'est pas les mêmes modes de pensée. Donc, du coup, c'est vrai que le fait de maîtriser, parce que moi, ce que j'adore dans Bubble, c'est qu'il y a toutes les parties. Il y a la partie design, il y a la partie data, il y a la partie workflow, il y a la partie plugin. Et donc, design, c'est produit. Et puis derrière, data, du coup, tu gères aussi tout le commercial. Et c'est de la logique. Enfin, tu vois, quand tu veux développer un workflow, tu réfléchis à comment tu vas le faire et comment les gens vont interagir, et du coup, tu fais un peu de mix en même temps, et on se complète. Exactement. Et s'il y a un truc que une comprend pas, hop, on demande à Cécile ou à toi ou machin. Quand on fait les tests, il y a Laurie qui revient en nous disant il y a ça qui fonctionne pas, ou ça qui s'affiche pas bien sur téléphone. Attends, je vais vérifier sur ordi ou machin. Et on a eu le cas pas plus tard qu'hier sur la carte cadeau, où en fait sur ordi ça s'affichait, mais si on pense à nos utilisateurs et l'âge de nos utilisateurs qui sont pas toujours hyper connectés, on se dit ils vont peut-être pas penser à scroller à gauche ou à droite ou machin, donc on réharmonise, on échange, et du coup il y a aussi Slack du coup qui nous permet de communiquer tous les jours, qui est un autre des outils, et franchement et puis après j'ai envie de dire Notion du coup est notre logiciel bateau, qui englobe tout, où on retrouve tous nos projets dans les rubriques, et où on peut échanger dessus, noter des choses pour bien suivre, pour pas oublier, et voilà. On a plein de messages du coup là. Ouais, ça y va là. Du coup, il y a Fred qui a dit en France, c'est restreindre l'accès à l'information et aux techniques. L'entrepreneur classique en France, je relis, c'est restreindre l'accès à l'information. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout dans ce mindset-là. Je suis plutôt dans le mindset anglo-saxon, de partage. Et je trouve que c'est débile, en fait, d'avoir cet esprit, c'est à moi et je partage pas. Moi, je suis plutôt open. Et puis, en fait, c'est que quand on partage,
bah, du coup, les autres voient des choses qu'on ne voit pas. Parce que parfois, on a des intuitions. Alors, moi, je fonctionne vachement à l'intuition. Hein. Vous le savez, Alexandre aussi. Et puis, je dis, bon, bah, allez, hop, je vais essayer de confirmer mes intuitions par des datas. Mais comme on a fait aussi le choix de ne pas mettre tous les logiciels de tracking de data, bah, du coup, on n'a pas forcément le retour de data au moment où on le fait. Donc, on fait des tests, quoi. Et en fait, on fait des tests and learn. Et donc, pour rebondir sur ce que tu dis, Van Strudel et Fred, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est le fait que le bubble, le no-code en général, ça permet vachement une agilité d'esprit. Ça permet ce côté test and learn. C'est-à-dire, on teste, on tire des leçons parce qu'on teste, parce qu'on a une intuition, donc on le fait. Et ça, c'est cool. Mais on voit que ça ne marche pas. Donc, en fait, on va ajuster. Et on peut même carrément supprimer et tout refaire de zéro sur une page, quoi. C'est pas un problème, quoi. Alors qu'en fait, dans le code, c'est un problème. Parce que c'est tellement une usine à gaz, c'est tellement compliqué qu'on se dit... Oui, et puis après, si on change de développeur, on ne trouve plus ce qui a été fait, on doit tout recommencer. Il y a toujours des trucs qui sont compliqués à gérer. Enfin, moi, je n'ai jamais codé. Enfin, si, j'ai fait des petits trucs, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus facile en no-code de changer un truc sur une page que en code. En code, tu es obligé de te former. Enfin, voilà, c'est quand même hyper... et puis plus long, du coup. Et du coup, ça permet aussi de rebondir sur ce que Fred disait, résoudre un problème ou faire de l'argent équilibre à trouver. Et du coup, c'est Quentin qui répondait que, en fait, une startup, c'est les deux, un problème avec des gens qui achètent. On aimerait bien. Enfin, oui, c'est clair. Les gens achètent. Mais du coup, il y a tout le temps des problèmes. Il y a tout le temps des problèmes à résoudre. C'est ça aussi qui est stimulant. Hein. Alors, attends, faut que là, il y a plein d'échanges. L'avantage, c'est que depuis qu'on est maintenant à 4 ou 5, on a fait des bonds en avant. On a fait beaucoup de bonds en avant sur un temps très, très court. Parce que quand j'ai intégré l'équipe au mois d'avril, la plateforme, tu vois, avec tout ce qui s'est passé là, et tous les reports qu'on fait, etc. Et je pense Bubble aide beaucoup aussi. On a fait vraiment des gros bonds sur des choses sur lesquelles ça mettait du temps, en fait. Après, il y avait aussi une question de compétences aussi, je pense, au niveau dev. Mais c'est dingue tous les progrès qu'on a fait sur un laps de temps super court, en fait, depuis cet été. Oui, en fait, je pense que les deux métiers sont complémentaires au final, parce que c'est pas parce qu'on fait du no-code qu'on n'a pas besoin de faire appel à un développeur. Enfin, voilà. Oui, bien sûr. On en a besoin. De trouver le bon développeur, la personne qui nous convient, qui comprend le projet, qui est impliquée et qui a une vision aussi logique, etc. Enfin, il suffit juste. C'est pas juste, mais oui. Et après, on a d'autres questions. Pourquoi ne pas faire la newsletter sur Brevo? Attends, juste juste au-dessus, il suffit d'automatiser les 80% restants pour pouvoir dormir. Ah oui. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, pourquoi ne pas avoir fait la newsletter sur Brevo? Ah oui, alors je peux répondre aussi. Alors, donc le projet Pedicassa, il est vachement complexe parce que c'est un projet qu'on a redémarré de zéro, mais il n'était pas de zéro. Parce qu'en fait, j'avais des assets qui étaient énormes et des datas de partout. Donc, en gros, pour vous imaginer un peu, imager un peu, j'avais peut-être une trentaine de tableaux Excel avec des datas de partout. Et en plus, j'avais une grosse base de données, mais je ne pouvais pas tout mettre d'un coup. Donc j'ai petit à petit relancé ma base de données via des mailings que j'ai fait sur Brevo, ex-Sendinblue. Mais Brevo a hyper structuré, il était hyper strict sur l'envoi des newsletters, ce qui fait qu'ils m'ont carrément blacklisté quasiment 80% de ma base. Parce qu'en fait, ils considéraient que les data, les users, les utilisateurs auxquels je n'avais pas envoyé de mail pendant 1 an, eh bien, ils étaient plus actifs et il ne fallait pas que je les contacte. Et c'est vachement dur pour un entrepreneur, alors que moi, c'était complètement légal ce que je faisais parce que j'avais récupéré ma base de données au tribunal de commerce. Et en fait, il me supprimait, il m'interdisait de contacter mes utilisateurs. Ils étaient tous en blacklist et pour les remettre en on, il fallait que et c'est toujours le cas sur Brevo,
il faut que vous exportiez et que vous remettiez, mais du coup, vous perdez tout l'historique. Donc, moi, j'avais tout l'historique de mes utilisateurs et je ne pouvais pas perdre ça. Donc, c'était hyper compliqué. Donc, j'ai fait différemment. Et c'est vrai que maintenant, du coup, on utilise Sarbacane pour la partie newsletter et Brevo pour la partie mail transactionnel. Et Brevo est toujours OK pour la partie mail transactionnel. Par contre, on ne peut pas tous les utiliser pour le reste. Mais ce n'est pas grave, il y a d'autres outils. Donc, c'est la notion de... Il y a toujours des chemins, en fait, différents. Where there's a will, there's a way. J'aime bien le proverbe anglais. Le français, quand on veut un peu, n'est pas exactement de la même manière que l'anglais. C'est plutôt quand il y a un chemin, on y va, quoi. Mais on analyse avant d'y aller quand même. Mais si ça vaut le coup, on y va. Si ça ne vaut pas le coup, on n'y va pas, on fait autrement. Mais voilà, si l'impact est positif, on y va. Voilà pour la partie Brevo. Et après, je cherche un outil pour faire des newsletters avec Airtable. Vous avez ça sous la main. Des newsletters avec Airtable. Donc, nous, on ne fait pas de newsletter avec Airtable. Après, tu peux faire un formulaire avec Airtable et ensuite l'envoyer avec des outils comme MailMeteor ou Yam, qui sont des outils que tu plugs à Google. C'est des extensions Google Chrome. Mais sinon, je ne sais pas avec Airtable s'il y a une connexion possible avec Sarbacane. Voilà, parce que Airtable, en fait, c'est plutôt de la base de données. Donc, j'imagine que tu as tes données sur Airtable. Donc, oui, pourquoi pas. Tu peux utiliser, je pense, Sarbacane parce qu'ils ont une API. Et Airtable a une API. Donc, je pense que tu peux utiliser comme tu peux utiliser Brevo, comme tu peux utiliser MailMeteor si tu veux faire des petites newsletters ciblées, parce qu'il y a un taux de conversion qui est élevé sur MailMeteor, parce que c'est pas un outil HTML comme les autres. Voilà, c'est sympa. Cybersécurité et concurrence. Alors ça, je sais pas vraiment une question, c'est un commentaire. Amandine qui vient d'arriver. Ah, yeah! Oui, Amandine. Désolée. Les aléas du train. Ouais. Les trains. Voilà. Bon, alors, Amandine, mais tu peux te présenter peut-être. Amandine. Tu peux te présenter. Qui est Amandine? Et qu'est-ce qu'elle fait chez Medicasa? Donc, le retour, parce que c'est aussi une personne chère à mon cœur. Ouais, c'est une grande histoire d'amour, Amandine. Ouais. Petit passage à l'hôpital entre-temps, pendant le Covid. Ouais. Les 5 ans qu'il fallait. Voilà, comme ça. Alors, vas-y. Donc, Amandine, dis-nous qui tu es, pourquoi tu es là, est-ce que tu me connais, est-ce qu'on a une histoire en commun? Alors, du coup, eh bien, notre histoire a commencé au marché du Lez, il y a pas mal d'années maintenant, chez Medicasa. Et il est arrivé un moment où on a dû se séparer. Pas à force des choses, parce qu'on ne l'avait pas voulu à la base. Ouais. Mais bon, on a dû. Et quand on a décidé de reprendre Medicasa, et ben en fait, les planètes se sont alignées et moi, je changeais de mode de vie, je changeais d'orientation professionnelle et tout ça. Et donc, du coup, me voilà dans cette aventure. Du coup, je m'occupe de la partie latino-américaine, espagnole et italienne. Et ouais, et elle nous aide d'une grande aide dès qu'on a les Italiens et les Espagnols qui reviennent. Quand je suis là, parce que j'ai repris mes études, du coup, je suis en master et j'essaie de tout concilier, mais c'est pas facile. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait petit à petit. Et c'est pour ça que je relance pas, on relance pas complètement la communauté, le CAT, voilà, geek. En master de quoi? Master management interculturel. Pour Xavier. Super intéressant. Oui. Il n'y a pas encore de master no code. Je ne sais pas si ça existe, une master no code. Mais bon. Est-ce que... ouais, je crois qu'on va peut-être pas tout remonter. Non, mais Quentin WeWeb, on l'a fait, ça, en fait. Le deuxième, il nous répondait par rapport à... Toujours avoir une spécialité, mais comprendre les enjeux des autres teams, parce que le no-code n'aidera pas tant que ça au final. Mais oui, si cette passerelle n'existe pas. Attends, je vais me mettre dehors. Ah bah oui, c'est sûr. Tu veux prendre une question, Alexandre? Je me disais que je connaissais la tête, mais je n'étais pas sûre. Je suis sur le cul. Alors,
Tac, tac, tac. Ah, on a une question intéressante. Si vous deviez changer d'outil, quel outil choisiriez-vous de remplacer, au pluriel ou au singulier, ou plutôt par quel outil vous le remplaceriez? Deuxième question, vous passez par Bubble, mais au niveau RGPD, vous en êtes comment? Je trouve intéressant pour un impact social. Changer d'outil? Alors, en fait, je me suis posé la question à un moment donné parce que j'avais vu WeWeb, XAR, etc. Et en fait, j'avais posé des questions, j'avais vraiment bien creusé avec XAR et WeWeb, donc pour la partie marketplace. Et en fait, il y a pas mal de choses qui manquaient, donc j'y suis pas allée. Et puis, j'avais déjà tout recréé en Bubble, mais bon, si je devais le refaire et que Bubble plantait demain, je sais pas, je ferais peut-être pour recommencer de zéro un Software et Airtable, enfin Software pour la partie front et Airtable pour la partie de base de données. Très rapide, quoi. Et après, je reprendrai un outil comme d'autres outils qui existent, comme XAR peut-être, ou WeWeb, qui auront évolué peut-être d'ici là, si Bubble était amené à se cracher. Mais moi, le choix de Bubble, c'est aussi parce que ça a été les pionniers. Et comme je suis pionnière, je sais que accumuler les casseroles et les galères, en fait, c'est ça qui crée l'expérience et qui fait que quand on test and learn, on test and learn des milliers de fois. Puis au bout d'un moment, on tire des leçons et du coup, après, on est beaucoup plus efficace. Et donc, c'est comme ça qu'on construit quelque chose de solide. Donc, pour moi, Bubble, comme c'était un des pionniers, je crois ils sont arrivés en 2012. Ils ont commencé en 2012 et puis ils ont mis longtemps en fait à avoir cette croissance parce que pendant longtemps, Emmanuel et son cofondateur, je ne sais plus comment il s'appelle, donc Emmanuel, il est français. Ils n'ont pas voulu en fait lever des fonds trop rapidement. Et ça, je trouve que c'est une sage décision. C'est vraiment ce chemin aussi qu'on est en train de prendre. C'est si on veut créer quelque chose de solide avec une mission, avec des effets sur du long terme, il faut faire les choses de façon lente. En fait, on est sur un temps long. Voilà, c'est pas. Et le problème des startups, je reviens là-dessus, c'est que parce que moi, j'ai eu j'en ai été, pas victime, mais j'ai été dans cet écosystème-là. Le fait de trop vouloir tout de suite, trop valoriser et trop faire de volume, on passe à côté des choses à forte valeur ajoutée sur du long terme, en fait. Voilà, c'est à faire trop de court terme, on en oublie le long terme. Donc, il faut faire du court, moyen et long, mais jamais oublier sa mission. Voilà. Alors, je ne sais pas si du coup ça répond, mais c'était l'outil. Bon, voilà, l'outil, on peut toujours le remplacer. Après, c'est vrai que c'est relou, hein. Mais voilà, on l'a fait en passant du code au no-code aussi, hein. Ou plutôt par quel outil vous en passez? Voilà. Ma deuxième question, vous passez par Bubble, mais au niveau RGPD, vous en êtes comment? Je trouve intéressant par l'impact social. RGPD, c'est clair que Bubble, il n'est pas full RGPD. Moi, clairement, je préférais que les serveurs soient en France, hein. Nous, nos noms de domaine sont sur Infomaniac. On a de la gestion sur Infomaniac, mais donc Infomaniac, c'est le serveur Green. Après, c'est sûr que les données, je sais que si on peut faire héberger nos données en Europe avec Bubble, il faut payer 2 000 à 2 500 euros par mois, mais ça, nous, on ne peut pas aujourd'hui. Mais c'est possible. Je crois qu'ils sont à Francfort, d'ailleurs. Mais c'est possible. Donc peut-être qu'après, à un moment donné, ils arriveront en France, j'en sais rien, et j'aimerais bien. Mais voilà, c'est pas full RGPD, c'est à moitié RGPD. Mais en fait, quand tu prends la balance, ça vaut le coup parce que la mission, elle est capable d'être exécutée et c'est ça en fait qui est le plus important. Donc après, le reste va arriver petit à petit, quoi. Donc coucou Xavier, voilà, on teste, on se prend des murs, pas besoin de nos codes pour cela. Oui, code ou no code, on se prend des murs, hein, de toute façon. Après, c'est vrai que no code peut-être diminue la probabilité qu'on s'en prenne plus, quoi, mais on s'en prend aussi. Mais disons que le stress est différent, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai un stress qui est positif, qui est constructif avec le no-code, alors qu'avant, j'avais du stress destructeur, quoi. Enfin, ouais, à la fin, c'était que de l'anxiété en permanence, quoi. Le fait de ne pas pouvoir maîtriser mon outil, le fait de voir qu'il plante en plein milieu d'un week-end et de ne pas pouvoir compter sur des personnes que je rémunère pour ça. Enfin, vous voyez,
précédente, on n'était pas serein. Là, je suis plus sereine parce que je sais que je peux intervenir. Besoin de régulation de l'IA, questionne Fred. Besoin de régulation de l'IA. Alors nous, on va l'utiliser, l'IA, pour... après, besoin de régulation de l'IA, c'est une question qui est vachement large, ça. Je ne sais pas répondre à cette question. Enfin, c'est... Oui, on a besoin de la réguler, l'IA, vu ce qu'elle est en train de faire. Mais en même temps, je pense qu'il faut pouvoir justement maîtriser ChatGPT et consorts. Et je pense qu'on a tout intérêt... Enfin, justement, c'est une menace, mais à la fois une opportunité. Donc, autant se mettre dedans, pas prendre la grosse tête, mais pouvoir maîtriser ce truc-là qui nous arrive comme ça, pour pouvoir justement en faire un bon usage. Voilà, pour exécuter notre mission, encore une fois, et générer de la valeur. Pour l'utilisateur, pour nous, pour notre monde, quoi. Voilà. Arrête d'essayer de leur faire dire qu'il faut passer à Xano et WeWeb. Alors, Xano, c'est une autre... c'est de la base de données. Moi, j'aimerais bien passer à Xano. Ils sont en Europe, effectivement. Je crois qu'ils sont en France aussi. WeWeb, c'est l'équivalent de Bubble, mais WeWeb, je l'ai dit, ils n'ont pas toutes les fonctionnalités qu'a Bubble. Donc, du coup, c'est trop risqué pour nous actuellement, parce que je vous rappelle que quand même, notre concurrent direct, direct, oui et non, c'est l'américain, Airbnb, voilà, que tout le monde connaît. Et donc, nous, les fonctionnalités, il faut qu'elles soient solides, et voilà, il faut qu'on soit sur un niveau super élevé. Donc, on ne peut pas se planter par rapport à ça, quoi. Donc après, ils se disent entre eux. Le no-code bouscule les précarés. Quelle stratégie conseillerais-tu à la Magali qui s'est lancée sur son projet? Attends, c'est quoi ça? Je comprends pas cette question, Fred. Non, il te pose pas une question à toi, il parle directement comme ils échangeaient sur des sujets, sur les différentes technos et tout. Ouais. Lancement et précautions envers le partenaire et outils. Et après, on a... Il y avait quelque chose sur la cybersécurité tout à l'heure. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je crois que c'était en lien avec... Ah oui, il y a Pierre Simonin qui dit le no-code augmente la fréquence à laquelle on se prend des murs. Ça n'a rien à voir avec la cybersécurité. J'ai pas vu la cybersécurité. J'ai juste mais je ne savais pas quoi est bon. Donc, on apprend plus rapidement à les éviter. Oui, parce qu'ils arrivent plus souvent. Donc, c'est vrai que ouais, statistiquement, tu en as plus, effectivement, tu vas plus les éviter. N'hésitez pas à poser des questions, Pierre. Alors, Pierre dit depuis que peu Xano propose un hébergement en France. Ouais. Mais bon, ça veut dire que c'est un gros chantier aussi de permuter nos données qui sont sur Bubble, sur Xano. Et puis, quid du temps réel aussi. Enfin, je sais pas. On le fera certainement, mais c'est un gros chantier qui coûte aussi de l'argent. Donc, peut-être qu'on le fera aussi. Mais peut-être pas maintenant. Enfin, voilà, plus tard. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, en tout cas, que nos données soient hébergées en France, effectivement. D'ailleurs, là, vous êtes 5, mais du coup, vous êtes 5 ensemble arrivés. Vous rémunérez de la plateforme, le but n'étant qu'une alternative à impact. Je pense qu'il a oublié un mot, c'est vous arrivez à vous rémunérer. Je me fais mal comprendre, je vous quitte pour pas spammer. La rémunération, on se rémunère. Aujourd'hui, on ne se rémunère pas avec uniquement les réservations, parce qu'en fait, on a un modèle B2C. Et je ne sais pas si vous êtes tous familiarisés avec le B2C, mais ça prend du temps. Tout simplement à faire, parce qu'en fait, le B2C, vous prenez une plateforme comme Blablacar. Blablacar a mis des millions avant d'arriver à la rentabilité. Encore, je ne suis même pas sûre qu'il soit rentable partout. Mais en fait, l'idée du B2C, donc business to consumer, donc s'adresser à des particuliers, c'est que quand on a une marketplace, il faut que l'offre augmente pareil que la demande. Donc, il faut qu'on... Donc, c'est un peu c'est le serpent qui se mord la queue, c'est la poule, il faut que les deux augmentent pour qu'elles se rencontrent, et affinitairement. Donc, c'est vachement dur de cibler tous les particuliers et en plus, de faire en sorte que tous les critères se matchent. Et donc, c'est pour ça que les startups, encore plus B2C, lèvent des fonds astronomiques et pour de l'investissement en acquisition marketing, donc Facebook, Google AdWords principalement, et également en développement. Voilà, pour rémunérer les développeurs. Alors nous, au niveau de la rémunération, donc,
on se rémunère via les prêts voilà, le financement qu'on va aller chercher auprès des banques et des investisseurs, mais plutôt des investisseurs à impact, des business angels à impact. Là, aujourd'hui, on discute avec 2 fonds à impact et en fait, quand j'ai ouvert un peu le truc et j'ai tiré un peu la corde, j'ai vu qu'il y en avait plein des fonds à impact. Donc après, ça prend du temps aussi d'échanger avec tout ce monde-là parce que bah, clairement, il y en a, c'est juste pour l'image. Et puis après, quand tu creuses derrière, tu vois que c'est pas forcément un impact. Et puis moi, je suis très attentive à ce qu'on me demande en contrepartie. Et le boulot qu'on va avoir après. Est-ce qu'il y a des rapports à écrire? Est-ce qu'il y a des clauses qui sont malsaines dans le pacte? Il y a tout ça, en fait, à screener qui est pas facile. Donc, du coup... pour répondre à ta question, là, aujourd'hui, on se rémunère pas sur les réservations qui sont en train de croître, mais du coup, qui sont encore qu'au début. Nous, pour te donner un ordre d'idée, on vise l'année prochaine 10 000 logements. Là, aujourd'hui, on est à 2700, mais on a déjà bien grossi. En fait, on fait tout organiquement, quoi. On a aussi, comme on est une entreprise à mission de l'économie sociale et solidaire, on a pour mission de ne pas faire de publicité payante sur des plateformes mastodons qui défiscalisent et qui voilà, bon bref, qui partagent pas nos valeurs, donc Facebook, Google principalement, quoi. Et donc du coup on a une autre stratégie, donc notre stratégie de marketing, elle est plutôt du marketing participatif où en fait on redistribue sous forme d'avantages en crédit, des crédits voyage, des crédits hébergement, pour que ça revienne dans la communauté. Voilà. Et puis, comme on est entreprise à mission, bientôt labellisée ESUS, on a aussi 50% de nos dividendes qui retournent dans la mission, dans le site pour pouvoir développer la mission. Et 50% autres, c'est pour les actionnaires. Et les actionnaires, en fait, c'est la communauté. Donc voilà, ça crée un cercle vertueux. Et moi, je crois beaucoup plus à ça parce que du coup, on transforme nos actionnaires en clients, on transforme nos clients en ce qu'on appelle l'inbound marketing, parce qu'ils vont aller chercher, ils vont en parler en fait autour d'eux parce qu'ils sont eux-mêmes récompensés. Parce que quand ils évaluent les annonces, bah, du coup, on leur donne des crédits voyage quand cet hébergeur convertit. Quand ils vont sur place, c'est des prescripteurs, et du coup, ils ont encore des crédits voyage parce qu'ils vont aller évaluer sur place. Donc, en fait, ça crée un cercle vertueux. Et donc, moi, je pense que, je préfère largement mettre un budget, par exemple, de 50 000 € à la communauté, avec une organisation stratégique circulaire, ingénieuse de notre communauté, plutôt que dans Google et Facebook, où de toute façon, tu vas devoir payer quelqu'un qui est talentueux dans Google AdWords et que ça fait suer parce que du coup, ça déclenche plein d'autres trucs, des réunions sur comment optimiser les mots-clés pour pas que le concurrent il clique dessus, tout ça, c'est relou, quoi. Moi, ça, je l'ai déjà fait, je veux plus, quoi. Voilà, ça augmente la charge mentale inutilement et pendant ce temps-là, bah, tu ne le dédies pas à ta communauté et à développer des partenariats, etc., quoi. Voilà. Donc, il faut se couper de certaines choses aussi puis voir si on peut faire autrement. C'est un peu vraiment moi, ce que j'aime bien dans le no-code, c'est ça, c'est le mindset du no-code. On fait différemment d'avant, quoi. Voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question par rapport à la rémunération. Donc oui, on se rémunère, c'est vachement important de se rémunérer. Et on va continuer du coup à développer des financements alternatifs pour pouvoir continuer à se développer, mais tout en ayant une gestion frugale et de continuer dans cette stratégie-là. Merci. Ouais. Je crois que on est à l'heure là, on est à 1h03. Oui. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, et les filles, si vous voulez conclure ou donner des infos supplémentaires, je ne sais pas s'il y a des choses que je n'ai pas dites ou pas vues. Je pense à rien. Je trouve qu'on a bien fait le tour quand même, en tout cas sur le sujet du no-code. Et puis nos actus aussi, et comment... Apparemment, on a encore... mais bon. Ouais, Pierre. C'est pas concerné, mais on a d'autres contraintes. Et la boîte mail de Magali est en train d'encore plus se remplir. 70 000 mails non lus. Et ouais, dans les 18h, on va arrêter là. Bah écoutez, je sais pas, les filles, vous avez autre chose à dire pour conclure? Vous êtes contente, vous êtes heureuse? Peut-être compléter. Le truc, c'est que comme je sais pas ce qui a été dit, vu que j'ai été la retardataire du jour, je n'ose pas.
Mais du coup, on espère être surbooké de visites sur Bédicassa et voir tout le monde grâce à Bubble, les petits bots connectés. Ouais. Merci Nicolas. Merci. Merci Nicolas, bravo pour votre engagement à faire de l'environnement. Oui, on a une grosse mission environnementale aussi, parce qu'on redistribue des refuges de biodiversité et on a 5% aussi de notre chiffre qui va à des associations que vous pouvez choisir via notre club à impact pour info. Voilà, donc on recommunique là-dessus petit à petit, mais on vous réservera un code promo. Vous pouvez nous solliciter, en tout cas pour les cartes cadeaux. On l'a sorti aujourd'hui, un code promo pour les cartes cadeaux. Donc, si vous le voulez, vous envoyez un mail à contact@bedicassa.com. C'est ça, Alexane? Oui. Je veux dire, oui. Ou le mien, alexane@bedicassa.com. Attends, je vais le mettre là, contact@bedicassa.com. Voilà, comme c'est la période de Noël, si vous voulez une réduction sur les cartes cadeaux pour faire des cartes cadeaux éco-responsables et solidaires, eh bien, vous envoyez un petit mail à contact@bedicassa.com. Voilà. Parce que là aussi, on a innové et c'est grâce au no-code qu'on arrive à innover et à prendre en compte tous ces partenaires qui œuvrent pour l'environnement, la biodiversité, l'inclusion, des logements intergénérationnels, parce qu'il y a vraiment plein de projets dans Bédicassa, des éco-habitats participatifs, des hébergements éco-responsables avec des cours de yoga, des ateliers yoga, des stages permaculture. Vous allez voir voilà, vous allez voir que c'est très riche. En fait, avec ça, j'ai l'impression qu'on fonctionne nous-mêmes comme le no-code. Ah, mais complètement. Complètement. En fait, c'est une manière de fonctionner, en fait. Et on fonctionne vraiment comme les outils là qu'on utilise. C'est un truc mais complètement. C'est génial. Ouais. On est des outils de no-code nous-mêmes. Une façon de fonctionner. C'est pour ça que c'est génial, quoi. On n'a pas de friction, en fait, entre nous. On y va, quoi. On fait pas de réunion blabla et avec pas de plan d'action. On a un truc, on y va. C'est sûr qu'on a toujours un truc à se dire en réunion. Et on propose. Non, mais je veux dire, on fait pas des réunions de 2 heures, quoi. C'est ça. Ouais, malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée, ou heureusement, je sais pas. Sinon, on dormirait jamais. Bon, moi, il faut que je me mette. La bonne résolution de 2024, ça va être de me mettre au micro-sieste comme toi, Magali. C'est hyper récupérateur, quoi. Moi, je fais ça juste après manger, parce qu'en fait, après manger, je divague un peu, mais après manger, vous avez tous le coup de barre, quoi. Et dans les bureaux de Bédicassa, d'ailleurs, j'avais mis des canapés exprès pour que les gens fassent la sieste. Je veux te dire qu'ils étaient bien utilisés, les canapés. Mais voilà, quand on fait du télétravail, c'est. Et c'est toi qui m'avais parlé au début, là, quand on s'est vu des heures chronos et tout ça. C'est intéressant. C'est qu'en fait, il y a 2 temps, il y a Chronos et Kéros, et c'est en grec. Et nous, on subit tous le temps Chronos parce qu'on subit l'information qui rentre dans nos boîtes mail. Et l'heure, Chronos, c'est de l'heure, la montre. Et Kéros, en fait, c'est le temps suspendu, le gap time en anglais, qui fait que tu arrives à prendre du recul sur toi, sur tes besoins privés, sur ton temps et sur ton entreprise, que tu fais, tes activités. Et en fait, c'est là que tu vas arriver à mettre des choses en place parce que tu y auras pas pensé. Sinon, tu n'y penses pas. Enfin, je veux dire, moi, le matin, je traverse le parc systématiquement. Et en fait, tu as 99% des personnes qui ne le traversent pas. Et moi, je prends 30 secondes supplémentaires parce que je sais qu'il y a les oiseaux et que je vais pouvoir simplement regarder les oiseaux dans les arbres. Et en fait, ça me fait un bien fou. Et après, ça me donne de la créativité pour le reste de la journée, quoi. Oui, je te rejoins à 1000%. Et faire ces réunions à l'extérieur aussi, en balade, etc. Des fois, ça nous arrive aussi de s'appeler quand on est dehors. Et je trouve que c'est plus productif parce qu'en fait, tu n'es pas à fond sur ton ordi en train de faire 3000 choses en même temps, en train de noter des trucs et tout, et de finalement ne pas vraiment être là à ta réunion. Tu es là pour ton appel et tu es vraiment présent et c'est du coup plus constructif. Et après, quand tu rentres, du coup, tu as le travail de ta mémoire qui se met en marche et tu peux prendre des notes, tu peux... alors oui, du coup, ça prend plus de temps peut-être, mais en tout cas, tu as du coup profité de l'air pur. Combien de fois on s'est appelé quand j'étais en train de promener mon chien et toi, en train d'être dans ton parc, justement, en train d'écouter les oiseaux et c'est plus agréable, je trouve.
Donc là, on donne des conseils en plus de développement personnel, no code. Oui. Ça va avec, hein. Moi, dans ma formation, j'en avais plein qui faisaient carrément autre chose. Dans ma formation, j'ai fait une formation en France et après une formation aux États-Unis à distance. Et j'avais des pompiers, j'avais des infirmières, des boulangers. Sur le bootcamp de auto, j'avais une chanteuse avec moi. Enfin, vraiment des professions qui ne sont pas du tout connectées à l'informatique à la base, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est génial. Moi, je trouve que ça rend accessible, en fait, un outil qui est hyper restrictif au monde entier. Tu as un problème personnel, tu utilises le no-code pour résoudre ce problème personnel, quoi. Bah, attends, tu sais, moi, on a créé une conciergerie, parce que moi, je suis multi-entrepreneur. Bah oui. Je fais pas fait Bédicassa, mais j'ai 3-4 casquettes, 5-6 même, voilà. Et avec mon conjoint qui est en train de se former au no-code, pour développer des applications. Donc là, c'est bon, c'est un nouveau truc. Et on s'est dit, mais tout ce qu'on a mis en œuvre pour la conciergerie, je me suis dit, mais faut que je me forme à Notion, faut que je me forme à Mtable, juste pour mettre en place notre propre application maison. Parce que ça facilite tout. Et puis, il y a des outils, du coup, qui mettent en place ça pour créer des applis plus facilement. Alors, moi, je sais que j'ai un site vitrine et je l'ai fait sur Wix et tout le monde critique Wix tout le temps. Alors, qu'il soit français ou pas ou machin, bah, en fait, en 2 secondes, tu as un site et maintenant, ils ont une appli où tu peux créer ta propre appli et en 2 secondes, tu as une appli, quoi. Et tu n'as pas besoin d'être développeur, de faire des sprints à n'en plus finir, de mettre 6 mois à développer ton appli pour avoir ton site et ton appli. Donc, c'est vraiment génial. Franchement, tous ces sites. Voilà. Bon, bah, sur cette bonne note, on va on va vraiment y aller. Ouais, on va vraiment y aller. Non, on est passionnés, hein, donc c'est normal qu'on prenne un petit peu de temps. Mais... Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Je remets les derniers petits messages. Merci pour vos questions. Ouais, merci à tous et à toutes et passez un joyeux Noël. Pensez à nous, on pense à vous et on sera généreux avec vous. Et vous êtes sûrs que voilà, on sera tous récompensés parce que c'est l'idée de travailler en coopération. Ça, c'est beaucoup plus porteur. Donc, des bisous à tout le monde. Bisous les filles. Et puis, bisous à nous. Sur Slack et sur tout ça. Ciao. Ciao.